Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est l'heure de votre journal. Bienvenue. Tout de suite, les titres de cette édition. Le ministre de l'Intérieur poursuit sa tournée de prise de contact auprès des services de la police nationale avec une visite au commissariat de Balbala. Et l'ambassade d'Égypte à Djibouti a célébré hier soir sa fête nationale à travers une réception officielle organisée à l'hôtel Aïda. Coupe du Monde 2026, l'Espagne et la Belgique décrochent leur qualification pour les quarts de finale au terme des huitièmes de finale. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous dans le cadre de sa tournée de proximité auprès des structures relevant de son département. Le ministre de l'Intérieur, Omar Abdi Saïd, accompagné du ministre délégué chargé de la décentralisation, Omar Hussein Omar, et du directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kaïn, a effectué ce matin une série de visites de terrain au sein de plusieurs services opérationnels de la police nationale. Cette démarche s'inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer le dialogue avec les forces de sécurité, de mieux apprécier leurs conditions de travail et de soutenir les femmes et les hommes mobilisés chaque jour pour garantir la sécurité des citoyens. La délégation ministérielle a débuté sa tournée au 4e arrondissement de police ainsi qu'à la sous-préfecture de cet arrondissement. Accueillie par les responsables locaux et les agents en service, elle a pu échanger sur les missions assurées par les équipes opérationnelles, leurs conditions d'intervention et les défis rencontrés sur le terrain. شهر دافعات عرقيو دنت ورجيك ليو ديو جودها لودي يا شيبانا هاي وحانا هاي دريرها دنت جودي لا شهر دافعات عرقيو دنت ورجيك ليو ديو جودها لودي يا شيبانا هاي. La visite s'est poursuivie au 5e arrondissement de police où le ministre et sa délégation ont pris connaissance des dispositifs de sécurité déployés ainsi que des actions de proximité menées au quotidien par les services de police au profit de la population. Les responsables de l'unité ont présenté leurs principales activités et les efforts engagés pour répondre aux attentes des citoyens. À Balbala, la délégation ministérielle a rencontré les autorités locales et les responsables des services de sécurité afin d'échanger sur les enjeux liés à la prévention de la délinquance, au maintien de l'ordre public et au renforcement de la coordination entre les différents acteurs institutionnels. La journée s'est achevée au commissariat de Hodan où le ministre a visité les installations et rencontré les policiers en poste. À cette occasion, il a salué leur engagement et rappelé l'importance d'un service public de sécurité moderne, efficace et proche des citoyens, reposant sur le professionnalisme, le respect de la loi et la qualité de l'accueil. Et au terme de cette tournée, le ministre de l'Intérieur a réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer les conditions de travail des forces de sécurité, renforcer leurs capacités opérationnelles et leur fournir les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission au service de la population. Et après cette immersion au cœur des services opérationnels de la police nationale, place à présent à un événement diplomatique marqué par l'amitié et la coopération entre Djibouti et l'Égypte. L'ambassade de la République arabe d'Égypte en République de Djibouti a célébré hier soir la fête nationale égyptienne à travers une réception officielle organisée à Djibouti, Aïla Grand Hôtel, par l'ambassadeur d'Égypte à Djibouti, Abdelrahman Arafad. Cette célébration intervient quelques jours seulement après la commémoration par la République de Djibouti
du 49e anniversaire de son accession à l'indépendance, illustrant les liens historiques d'amitié et de fraternité qui unissent les deux pays. La cérémonie a réuni le représentant du gouvernement djiboutien, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Dr Nabil Mohamed Ahmed, ainsi que plusieurs membres du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale Dileta Mohamed Dileta, le doyen du corps diplomatique et ambassadeur de la République du Yémen à Djibouti, Abdallah Al-Soukatari. De nombreux chefs de mission diplomatiques de pays frères et amis, ainsi que plusieurs autres personnalités civiles et militaires. À cette occasion, l'ambassadeur d'Égypte et les invités présents ont échangé leurs vœux et leurs félicitations à l'occasion de cette fête nationale marquant le 74e anniversaire de la Révolution du 23 juillet 1952. La cérémonie a débuté par l'exécution des hymnes nationaux des deux pays, suivie de la traditionnelle découpe du gâteau commémoratif dans une atmosphère chaleureuse témoignant de la profondeur des relations d'amitié, de coopération et de fraternité entre la République arabe d'Égypte et la République de Djibouti. Retour sur cette cérémonie où les liens historiques entre les deux pays ont été largement mis à l'honneur dans son allocution. L'ambassadeur de la République arabe d'Égypte auprès de la République de Djibouti, Abdelrahman Rafat, a mis en avant la profondeur des relations historiques entre l'Égypte et Djibouti, ainsi que l'excellence de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines stratégiques. Il a souligné l'importance de la célébration de la fête nationale égyptienne, marquant le 74e anniversaire de la Révolution du 23 juillet, tout en rappelant les réalisations accomplies par l'Égypte et les perspectives de renforcement des liens entre les deux pays. L'ambassadeur égyptien a également salué la dynamique de coopération avec Djibouti, notamment dans les secteurs des ports, de l'énergie et des services logistiques, avant d'adresser ses vœux de stabilité, de progrès et de prospérité au peuple djiboutien à l'occasion du 49e anniversaire de l'indépendance nationale. Et pour sa part, le représentant du gouvernement, également ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a adressé ses chaleureuses félicitations à la République arabe d'Égypte, à ses dirigeants, à son gouvernement et à son peuple en formulant ses vœux de paix, de stabilité, de progrès et de prospérité. Écoutons à présent son intervention. C'est pour moi, encore une fois, un très grand honneur de prendre part à cette cérémonie qui est organisée à l'occasion de la commémoration de la glorieuse révolution du 23 juillet. Un événement marquant de l'histoire contemporaine de la République arabe d'Égypte. Cette fête nationale, mesdames et messieurs, célèbre avant tout la renaissance d'une nation qui, depuis des millénaires, éclaire les civilisations. Il suffit d'aller voir le musée d'Égypte. Elle façonne aussi l'histoire du monde arabe. Elle contribue à l'essor du continent africain et elle demeure l'un des piliers de la stabilité du Moyen-Orient. C'est donc tout naturellement que, au nom du gouvernement de la République de Djibouti et en mon nom personnel, que je tiens à adresser à la République arabe d'Égypte, à son gouvernement et à son peuple, frères, mes plus sincères et chaleureuses félicitations, en leur souhaitant plus de progrès, plus de prospérité, plus de stabilité. Mesdames et messieurs, les relations entre la République de Djibouti et la République arabe d'Égypte se distinguent par leur profondeur historique. Il suffit
de lire l'histoire qu'a été la partie nord de l'Afrique, de Djibouti plus particulièrement connue sous le pays du Pound, et les échanges qu'il y avait avec l'Égypte. Elle se distingue également en dehors de leur profondeur historique, par leur solidarité. Elle se distingue par leur caractère profondément fraternel. Elle repose sur des fondamentaux. Ces fondamentaux sont constants dans le respect mutuel, sous l'impulsion, bien sûr, de leurs orientations, des hautes orientations de son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, et de son frère, son Excellence Abdel Fattah al-Sisi. Cette dynamique s'est traduite par un échange continu de visites de haut niveau, ainsi que par une intensification des consultations et de la coordination sur les différentes questions régionales et internationales. Une soirée, vous l'aurez compris, placée sous le signe de l'amitié et du partage, qui s'est achevée dans une ambiance conviviale, avec plusieurs moments forts. Retour sur la clôture de cette réception. La réception officielle s'est clôturée par un tirage au sort qui a permis à 2 invités de remporter chacun un billet d'avion à destination du Caire, offert par Egypt Air, apportant ainsi une note conviviale à cette célébration. Les heureux gagnants auront l'occasion de découvrir les richesses historiques et culturelles de l'Égypte à travers ses monuments emblématiques et les vestiges millénaires de son illustre civilisation. Cette célébration a une nouvelle fois témoigné de la profondeur des liens historiques, fraternels et d'amitié qui unissent la République de Djibouti et la République arabe d'Égypte, des relations qui ne cessent de se renforcer sous l'impulsion du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, ainsi que de son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sisi. Et après cette séquence diplomatique, direction le secteur de la jeunesse, avec une initiative destinée à renforcer les compétences et les opportunités offertes aux jeunes djiboutiens. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture, à travers la direction de l'insertion sociale des jeunes et du volontariat, a officiellement lancé hier des cours d'anglais gratuits destinés aux jeunes des centres de développement communautaire des quartiers 5, Anguela, PK12 et Leyablé-Moustiquaire. La cérémonie de lancement organisée au CDC de Leyablé s'est déroulée en présence de la ministre, Mme Fadoussa Moussaïgué, ministre de la Jeunesse et de la Culture, et de Mme Cynthia Kersh, ambassadrice des États-Unis à Djibouti, et de l'attaché aux affaires culturelles de l'ambassade des États-Unis, ainsi que des responsables du département ministériel. Fruit donc du partenariat entre Djibouti et les États-Unis, ce programme de 3 mois ambitionne de renforcer les compétences linguistiques des jeunes, d'améliorer leurs perspectives d'insertion professionnelle et de favoriser leur ouverture internationale. Et à travers cette initiative, lancée conjointement par la ministre et l'ambassadrice, le ministère de la Jeunesse et de la Culture poursuit sa politique de valorisation des talents et d'accompagnement d'une jeunesse mieux préparée aux défis de demain, conformément à la vision du président de la République et du gouvernement. Ce programme illustre également la volonté du ministère de faire des centres de développement communautaire de véritables espaces de formation, d'apprentissage et d'épanouissement au service de la jeunesse djiboutienne. Et je viens de la CDC de Cheikh Moussa et j'ai eu l'honneur de participer à la cérémonie finale de la formation qui a été mise en place gratuitement, collaboration le ministre de la Culture et de la Jeunesse et de l'ambassade de l'Amérique. Toujours dans le domaine de l'accompagnement de la jeunesse, le sport occupe également une place importante dans les politiques de développement. Une nouvelle étape vient d'être franchie pour le taekwondo national. Le secrétariat d'État chargé des sports a accueilli hier la cérémonie officielle de signature d'un protocole d'accord tripartite visant à renforcer durablement le développement du taekwondo en République de Djibouti. Présidée par Mme Fatouma Ali Abdallah, secrétaire d'État chargée des sports, cette cérémonie marque une étape importante dans la mise en œuvre de la politique nationale de promotion du sport et dans le renforcement de la coopération avec les instances internationales. L'accord a été signé par M. Abshir Al-Hassan, directeur des sports, représentant le secrétariat d'État chargé des sports, et M. Aïdrous Hussein Guiré, secrétaire général de la Fédération djiboutienne de taekwondo, et Maître Kim Do-jin, expert international mandaté par le
Kukkiwon, siège mondial donc du taekwondo en République de Corée. Ce partenariat repose sur 3 axes prioritaires. Il prévoit d'abord la réforme du système national des grades afin d'harmoniser la certification des pratiquants djiboutiens avec les standards internationaux du Kukkiwon. Il vise également à élargir l'accès à la pratique du taekwondo à travers son introduction dans les CDC, notamment avec des programmes de self-défense destinés aux femmes et aux jeunes filles, ainsi que des actions de sensibilisation auprès de la jeunesse. Le 3e volet concerne l'amélioration des performances des athlètes djiboutiens afin de leur permettre de mieux représenter les couleurs nationales dans les compétitions régionales, continentales et internationales. Et après la signature de ce partenariat stratégique, place désormais aux premiers effets concrets de cette coopération avec la rencontre entre l'expert coréen et les pratiquants djiboutiens. Quelques heures après la signature du mémorandum d'entente tripartite consacré au développement du taekwondo à Djibouti, Maître Kim Do-jin, expert international mandaté par le Kukkiwon, a rencontré les pratiquants djiboutiens à l'occasion d'une cérémonie de remise de grade organisée hier soir au complexe sportif Roi Fahad. Cette cérémonie a réuni le directeur des sports, Abshir Al-Hassan, ainsi que le secrétaire général de la Fédération djiboutienne de taekwondo, Aïdalous Hussein Guiré. Et au cours de cette rencontre, les athlètes ont offert une démonstration technique mettant en valeur leur maîtrise des mouvements, des enchaînements et des techniques fondamentales de cette discipline martiale. La remise des grades est venue récompenser les efforts, la discipline et la progression des pratiquants, tout en témoignant de la volonté des acteurs du taekwondo djiboutien de renforcer le niveau technique national. Expert international de taekwondo, qui a été affecté à la République de Djibouti cumulativement avec ses fonctions d'expert en Éthiopie. Donc ce matin, nous avons pu signer une convention tripartite avec le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la fédération et Master Kim pour promouvoir le taekwondo en République de Djibouti. Et c'est suite à cela que ce soir, le Master a rendu visite à l'ensemble des clubs qui sont affiliés à la Fédération djiboutienne des taekwondo, qui ont fait les démonstrations, qui ont montré de quoi ils sont capables. Et ça a été vraiment un grand plaisir de l'avoir ici avec nous, et afin qu'ils puissent constater de vue dessus le niveau du taekwondo à Djibouti, qu'on souhaite ne pas laisser là, mais développer davantage avec nos jeunes qui vont partir, certains jeunes qui vont partir déjà en Corée pour faire un stage bloqué de 2 mois, et dans l'avenir faire en sorte qu'ils viennent régulièrement à Djibouti avec les mémorandums d'entente que nous avons signés, et afin qu'ils puissent donner son expertise. Changement d'époque et de registre avec notre grand format consacré à une période marquante de l'histoire sociale de Djibouti, années 1950-1960. Les sauniers de la société saline, puis le docker du port se mobilisent contre les conditions de travail imposées par le système colonial. Face aux grèves de 1958 et 1966, l'administration répond par la division et le remplacement. Dans ce grand format, retour sur une période marquée par le travail forcé, les luttes sociales et les grandes grèves qui ont profondément ébranlé le système social. Les colonies sont conquises pour être exploitées. Elles permettent ainsi l'hégémonie de la puissance conquérante, une grandeur qui ne s'obtient guère sans pillage des ressources des peuples autochtones dépossédés de leurs terres par des traités fallacieux et caducs, une politique militariste sans état d'âme et des missions d'évangélisation et d'acculturation. Cependant, pour faciliter son ancrage durable, l'idéologie coloniale va se baser sur la hiérarchisation des races, tout en attisant l'antagonisme entre les différentes communautés voisines. Notre territoire et ses habitants ne feront pas exception. Afin d'exploiter au mieux le nouvel Eldorado qui constitue Djibouti-Ville, l'administration coloniale exploite les populations autochtones, tout en favorisant les populations allogènes. Les Grecs, les Arméniens, les Juifs
sont ainsi favorisés et vivent dans un espace mieux aménagé et loti. Ils résident sur les plateaux du Serban et de Djibouti, tandis que les autochtones issus des régions vivent misérablement sur les basses terres situées dans le sud de la mosquée Hamoudi. Bandar Jadid et Dar es Salaam sont des quartiers populaires qui offrent ces types de main-d'œuvre bon marché. Une ségrégation spatiale s'établit, écartant ainsi les plus démunis de la sphère urbaine d'influence, les centres d'affaires situés entre les trois plateaux et entre la place Lagarde et la place Ménélique. L'exploitation économique de la nouvelle ville commence avec l'épopée de l'aventure ferroviaire, un train de 887 km relie Djibouti à Addis Abeba. Des travaux que débutent les ingénieurs Léon Chenet et Alfred II dès 1897. Les conditions de travail sont harassantes et les salaires sont comme des oboles. Ce sont les nomades qui en pâtissent en premier avec des taudis dans lesquels ils vivent misérablement. L'époque des trocs s'éloigne. Les sociétés nomades entrent à leurs dépens dans l'ère de la monnaie. C'est dans cette période de flottement monétaire que les sociétés traditionnelles seront outrageusement exploitées et leurs efforts colossaux sous-évalués. Les échanges dépendent de plus en plus des activités portuaires, accentuant la pauvreté des sociétés pastorales. Des années de travaux dans les tronçons ferroviaires et portuaires vont impacter dangereusement les conditions socio-économiques des populations nomades. En perdant les monopoles des caravanserails, remplacés par des trains ainsi que leurs vieux ports traditionnels des Zélar ou des Tadjoura, qui entretenaient ces commerces millénaires entre la péninsule arabique et la Corne d'Afrique. C'est désormais le port de Djibouti qui prédomine sur les côtes africaines. L'accès des dromadaires au sein de ces infrastructures portières, comme bêtes de transport, est interdit. Pour les éleveurs et les caravaniers, c'est la reconversion vers des nouveaux métiers qui empêchent de vivre décemment dans la dignité. Ils deviennent coulis, ouvriers, dockers, boys, plantants ou gardiens. Ils abandonnent l'arrière-pays où ils vivaient dignement de leur cheptel. Les plus aguerris des nomades n'ont plus rien à faire en brousse et dans leurs villages respectifs. Ils migrent dans leur capitale à la recherche d'emploi. Certains sont incorporés dans la milice indigène ou garde territoriale pour la sécurité de la ville, ancêtre de la police nationale, et les groupements nomades armés, ancêtres de la gendarmerie pour la sécurité des régions de l'intérieur. Les deux corps sont formés par les gouverneurs Chapon-Paisak au pouvoir entre 1924 et 1934. Au cours de la première moitié du XXe siècle, il n'existe pratiquement aucun système de couverture sociale et encore moins des systèmes de retraite pour les autochtones. Par ailleurs, durant les blocus de Djibouti appelés Karmiri, imposés par les Anglais sur la mer Rouge, l'administration coloniale opère régulièrement des rapts et raquettes des bétails dans l'arrière-pays contre les populations nomades. Des viols sont parfois observés par des milices étrangères, certains étant des tirailleurs africains venus d'ailleurs. C'est dans les Goda qu'aura lieu la grande révolte des Kaboba qui fut réprimée dans le sang. Plus que les salaires des misères proposés aux Djiboutiens durement exploités dans les puits torrides des salines ou puisant roches madréporiques solides et charbon dans les trains au cours des années 50 et 60, puis expulsés à cause de leur mouvement de grève dénonçant les conditions déplorables de travail ingrat, l'industrialisation de la ville de Djibouti par les sociétés telles que la compagnie ferroviaire franco-éthiopienne, les messageries maritimes ou encore la société industrielle de Djibouti crée des conditions sanitaires inouïes. Parmi ces sociétés, la société Saline est la plus meurtrière. 5 médecins dénonçant les décès précoces des sauniers et des enfants sont expulsés du territoire à cause de leurs rapports tirant la sonnette d'alarme sur les conditions d'hygiène. Ce qui explique en partie la révolte de 1949 par les sauniers dénonçant l'arrestation de Hassan Hamfare Dima, alors caissier de la société industrielle de Djibouti. En 1958, éclate encore une grande grève des dockers au port de Djibouti. Les salaires indécents et les conditions de travail dans les activités de soudage ainsi que d'autres activités plus pénibles poussent à une seconde grève en 1906 que l'administration coloniale n'hésite pas à remplacer tous les dockers en activité par d'autres dockers d'une autre communauté. En maintenant les populations divisées, le système colonial maintient la misère dans les colonies et appauvrit davantage les autochtones dont les conditions de vie ne s'améliorent pas. La ville cosmopolite de Djibouti devient ségrégationniste dans la mesure où il n'y a aucune place pour les classes pauvres. Seuls quelques commerçants disposant des grandes fortunes sont encouragés à habiter dans la partie européenne de Djibouti. Les patrimoines matériels de ces familles françaises, juives, grecques, arméniennes et hindoues leur permettent d'édifier des bâtiments R1 et R2 respectant les plans damiers. Il n'existe aucune politique envisageant de créer d'habitats décents pour les populations locales. Les seuls aménagements effectués sont faits pour l'organisation d'axes routiers à la suite de la Seconde Guerre mondiale pour mieux contrôler les quartiers populaires faits des taudis à l'aide des tôles ondulées, des planches, des sacs, des bois situés sur les périphéries.
Les premiers logements sociaux sont édifiés dans les années 60 à la cité Stade en 1964, puis la cité Arriba en 1968, suite à la visite du ministre des colonies Olivier Stern. Dans les bas quartiers des Bandar Jadid et des Dar es Salaam, on ne retrouve aucun système de canalisation d'eau, ni d'égout ou d'électricité au quartier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 7 bis. Dans les domaines monétaires et afin d'être compétitif vis-à-vis de la livre sterling anglaise qui domine la région, la puissance coloniale française adopte les francs Djibouti en 1949. L'objectif est de maintenir une monnaie forte, capable d'assurer la compétitivité commerciale du territoire. Mais dès l'instant où on évoque l'irréversibilité de l'indépendance, la puissance coloniale propose aux indépendantistes djiboutiens de rejoindre la zone du franc CFA. Une situation qui aurait appauvri notre pays considérablement. Un refus net sera observé par nos héros et nos leaders politiques conseillés par Saïd Ali Koubeche, qui a veillé à la stabilité monétaire du pays en continuant l'aventure avec les francs de Djibouti arrimés sur le dollar. Dans son ouvrage intitulé « Le cercle et la spirale » de Omar Ousmane Rabé, paru en 1983, il raconte et montre la planification de l'administration coloniale afin de réduire au maximum les inscriptions dans les écoles de la population locale ou autochtone, qui ne devraient pas dépasser 14% pour ne pas bouleverser les structures sociales. Mais cette situation sera inversée par la détermination de nos aînés qui ont arraché l'indépendance nationale. Et après ce retour sur les grandes luttes sociales du passé, l'actualité nous ramène à présent à cet accident à Dikil, un accident de la circulation impliquant un camion poids lourd s'est produit dans la nuit d'hier aux environs de minuit à hauteur du pont traversant le chef-lieu de la région. Selon les informations recueillies sur place, le conducteur, seul à bord du véhicule, a été légèrement blessé. Il a rapidement été pris en charge par les services compétents. Et à la suite de l'accident, le camion s'est retrouvé immobilisé en travers de la chaussée, provoquant une interruption temporaire de la circulation et perturbant le trafic routier dans ce secteur. Alertée, la brigade de gendarmerie de Dikil est intervenue sans délai afin de sécuriser les lieux et de rétablir la circulation. L'opération du dégagement du véhicule a été menée avec le concours de la grue élévatrice et de l'escadron de sécurité routière. Grâce à cette intervention rapide et coordonnée, la circulation a pu être rétablie dans des conditions normales, permettant aux usagers de reprendre leur déplacement en toute sécurité. À Dikil toujours, place à présent aux opérations menées aujourd'hui sur le terrain contre les trafics et la contrebande. La brigade des douanes de Dikil, en coordination avec le détachement de la police nationale de la région, a intercepté une importante quantité de cas de contrebande dans le secteur de Saïd Gaben, situé entre Bodara et la ville de Dikil. La marchandise transportée à dos d'homme par des passeurs était destinée à être acheminée vers la région de Dikil. L'opération a permis la saisie de 32 colis de 4 pour un poids total de 1 kg, donc 1 kg, conformément aux procédures en vigueur. La marchandise saisie a été détruite sur place en présence du chef de la brigade des douanes de Dikil. Et sur la scène sportive internationale, la Coupe du Monde 2026 entre dans une phase décisive avec les derniers matchs des huitièmes de finale. Fardous Hussein nous en dit plus. L'Espagne et la Belgique ont validé leur billet pour les quarts de finale de la Coupe du Monde édition 2026 en remportant leur rencontre des huitièmes de finale face au Portugal et aux États-Unis. Ces deux succès permettent à l'Espagne et à la Belgique de se retrouver en quart de finale dans une affiche très attendue entre les deux sélections ambitieuses. L'Espagne cherchera à confirmer sa solidité défensive et sa maîtrise collective, tandis que la Belgique tentera de poursuivre sur sa dynamique offensive afin de décrocher une place dans le dernier carré. Cette confrontation s'annonce comme l'un des grands rendez-vous de la compétition, avec deux équipes qui affichent de réelles ambitions de conquérir le titre mondial. Fin de ce journal, merci de votre fidélité et très bonne suite de programme sur votre antenne.